Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Avec mes confrères en studio ce matin, bonjour Michel Teda. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs et auditrices de Taxi FM. Très bien, vous avez un rendez-vous à la télé dans les heures qui viennent? Non, c'est une prophétie. Non, hier j'étais sur une télé. Ah d'accord, voilà, mais c'est qu'elles sont restées. Elles sont restées. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Idelfos Takwaki. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être là. Bonjour Jacques Dakouti. Bonjour Eric, bonjour à nos auditeurs et auditrices. Et bonjour également au fond de Macron. Est-ce que vous voyez Emmanuel Macron à l'Élysée, franchement, il y a un an, lorsqu'il quittait le gouvernement et a lancé son mouvement En Marche? Ce n'est qu'un mouvement politique. Je l'ai vu parce que, vous savez, l'audace qu'il a eue à prendre une femme de 64 ans. C'est commencé par là. Bien sûr. Si quelqu'un a l'audace de prendre une femme à cet âge, donc vous voyez que ce monsieur a une personnalité. Non, mais en même temps, il faut préciser qu'ils se sont mariés il y a 10 ans. Oui, même ils si... se sont connus depuis que Macron avait 16 ans. Voilà. Bien sûr, mais vous savez, ça c'est déjà un pas. Et puis l'autre aspect également qu'il faut retenir, vous savez, François Hollande n'a pas digéré le fait qu'on puisse, lui en tant que chef du parti, qu'on puisse aller aux primaires avant d'aller à cette élection présidentielle. Mais il faut reconnaître que quelque part également aussi, François Hollande a dû tacler et la gauche et la droite en suscitant la candidature de Macron. Donc tout ce qui s'est passé, c'est François Hollande au fait qui tirait les ficelles et qui savait que en jouant sur les grandes puissances, c'est-à-dire les puissances mondiales, parce que la réaction d'Obama n'étonne personne, on savait que c'était des gens qui étaient tapis dans l'ombre, qui tiraient les ficelles depuis. Il faut reconnaître que Barack Obama n'a pas du tout digéré l'élection de Trump, donc il ne voudrait plus que Marine Le Pen prenne également le pouvoir. C'est le barrage aux Israël. Justement, donc je crois qu'il y avait également cet aspect qu'il fallait également retenir. J'ose croire que si les élections en France s'étaient passées avant les élections aux États-Unis, Marine Le Pen allait passer. Mais du fait que les élections aux États-Unis sont passées avant celles de la France, les puissances ont vu, attention, le monde est en train de courir un danger, vu la sortie également du Brexit par rapport à l'Angleterre. Donc les gens se sont dit qu'il faut faire une coalition pour faire barrage effectivement à un nouveau front qui veut effectivement conquérir le monde. Donc voilà pourquoi. En même temps, cette année, le front républicain était plus fissuré qu'en 2002. Rappelez-vous, lorsque Jacques Chirac et le papa de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, était quand même au second tour. Ça a été un peu plus compliqué à gérer pour le front national. Alors, c'est vrai, on parle aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Beaucoup, très peu, je veux dire, l'ont vu venir. Mais en même temps, il y a eu pas mal de concours de circonstances. François Fillon, qui était presque le super favori des élections, et puis patatras, la presse qui relève pas mal de choses. Est-ce que ce n'est pas ça aussi en réalité qui a joué en faveur aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Non, je pense que ce qu'il faut retenir fondamentalement par rapport à ce qui s'est passé, en tout cas depuis le 23 avril, oui, c'est que à un moment donné, Hollande ne voulait pas voir la droite le succéder à l'Élysée. Il a calibré fort. C'est pourquoi je suis en partie d'accord avec l'analyse de Jacques Jacot qui disait que Hollande a dû jouer beaucoup pour pouvoir fragiliser cette droite-là, notamment lorsque, à un moment donné, on a constaté l'acharnement judiciaire contre Sarkozy, qu'on voulait barrer, et c'est comme on veut c'est vous qui parlez d'acharnement, oui, puisqu'il y a des dossiers qui étaient évidents, oui, dans la justice de trancher. Oui, je sais de quoi je parle. Je dis que et Sarkozy lui-même, et après Fillon lui aussi, et ils ont dit que mais c'est Hollande, ils n'ont pas tergiversé, ils ont indexé Hollande comme quoi c'est lui qui est à l'origine de leur débat judiciaire. Et donc, à partir de ce moment,
les socialistes qui n'étaient pas sereins à cause de l'héritage ou en tout cas, oui, de ce que Hollande a fait durant les 5 ans, l'héritage négatif qui n'arrangeait pas les socialistes, eux aussi étaient largement divisés. Et à un moment donné, ça a donné goût ça a redonné ou bien ça a galvanisé Hollande dans sa vision des choses, qui à un moment donné a commencé c'est vrai au départ, il ne croyait pas tellement, comme beaucoup d'autres Français, même de grands analystes, politologues, ne croyaient pas au début à Emmanuel Macron, mais Hollande à un moment donné a compris que mais cet enfant-là, avec son courage-là, ça peut servir à quelque chose. Et donc, comme tu l'as dit tantôt, les circonstances et l'engagement politique de Hollande ont joué en faveur de la gauche et de la droite, et maintenant en faveur de Emmanuel Macron. Oui, disons de Emmanuel Macron et aussi de l'extrême droite, puisque aujourd'hui, les partis politiques traditionnels en France sont derrière, la gauche et la droite. Non, ils sont derrière, c'est d'une manière conjoncturelle. Hein. Attention, ah oui, il faut leur soutien... il faut attendre les législatives pour oui, c'est pourquoi j'aime ceux qui disent que cette élection présidentielle en France se jouera à 4 tours. Le 23, il y a eu un premier tour, le 7, il y a eu un deuxième tour, et puis un troisième tour le 11 juin prochain. Oui, donc c'est une élection à 4 tours. C'est après ça, Macron lui-même, là où il est, il va aller le week-end prochain à l'Élysée, mais il ne sera pas serein jusqu'à ce 4e tour. C'est en ce moment-là, il verra clair s'il a les coups de franche pour gouverner véritablement la France. Parce que tout de suite, l'élection terminée, en tout cas le deuxième tour terminé, vous avez vu comment lui-même Macron, vous avez vu son intervention, normalement on attendait qu'il dise aux Français ce qu'il a envie de faire, mais il a profité même pour commencer la campagne pour les législatives. Donc, pour dire que lui-même il est conscient que la gauche et la droite, même s'ils sont divisés, et si en tout cas dans leur état-major on sent une division, mais ils sont en train de s'organiser pour créer des ennuis à Emmanuel Macron après. Donc, disons que globalement c'est l'audace qui a payé. C'est un jeune, je vais l'appeler jeune à 39 ans, c'est la jeunesse, c'est le début même de la jeunesse. Je pense que il a été tellement courageux, audacieux, et les Français qui sont fatigués de la gauche et de la droite, qui sont fatigués des partis politiques, ont à un moment donné cru en lui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire concrètement à l'Élysée? Les jours à venir, nous le dirons. Et il faut quand même dire qu'autour d'Emmanuel Macron, il n'y a pas que lui seul, il y a la jeunesse, c'est vrai, mais il y a quand même des vieux loups. Vous vous rappelez du candidat à la présidentielle du Bénin, Lionel Zinsou, qui fait partie, n'est-ce pas, de son équipe. Et quand on parcourt à peu près ceux qui l'entourent, on se rend compte que ce n'est quand même pas vraiment du nouveau. Hein. Et il y a du vieux autour de ce petit qui aujourd'hui est en train de subjuguer à peu près le monde entier. Oui, tout à fait. Il faut souligner qu'il a vraiment eu de l'audace. Et j'ai été surpris de relever que des personnalités de renom de la politique française ont demandé aux Français de voter pour Macron. Quand je pense à Bayrou, oui, il était là dès le début. Oui, dès le début. Oui, Jean-Yves Le Drian. C'est des personnalités qui maîtrisent un tout petit peu la politique française et qui, au deuxième tour, ont dit aux Français, non, il faut soutenir la jeunesse. Et donc je crois que, comme les deux confrères l'ont dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, Macron est là et le grand tour, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un 4e tour. Oui, parce que la législative, il y a aussi l'aller-retour. Si aujourd'hui, ces personnalités ont pu dire voter pour Macron, je crois que les calculs politiciens se feront encore autour de toutes ces personnalités-là, je crois. Très bien. Parce que, n'oublions pas, hein, c'est à 24 ans que Macron a adhéré au PS. Et en 2012, il faut relever. Mais il dit qu'il n'a jamais été militant de PS. Bon, on a fouillé un tout petit peu, on sait. Et en 2012, il a rencontré François Hollande. Oui. Et Hollande
dans un premier temps, l'a fait secrétaire général adjoint à la présidence, et puis après, ministre de l'économie. Il a été son conseiller en économie d'abord, et puis après il a remplacé Arnaud Montebourg à Bercy. Moi j'ai dit que ça a été une tactique, cette histoire de démission du gouvernement, parce qu'à un moment donné, vous savez, ce qui a fragilisé même la politique de François Hollande, ce sont les attentats. Et en plus de ça, il y a eu ce problème d'emploi. Oui. Et c'est les deux choses-là qui ont fragilisé son pouvoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont intelligents. Ils savent très bien que, aux yeux des Français, Hollande n'a plus de chance. Mais il s'est rendu compte également qu'avec Valls, ça n'allait pas, parce que c'est les deux mêmes qui incarnaient le pouvoir d'État. Et donc, on a produit en catimini Macron. C'est pourquoi moi je dis que sa démission du gouvernement même, et bizarrement, le jeu a été découvert quand Hollande a demandé aux Français de voter pour Macron. On sait qu'au second tour, forcément avec le Front National en face, vous savez, le discours qui est servi. Alors, on va essayer rapidement de tropicaliser ce débat-là, parce que c'est là où ça devient intéressant. Depuis, même après le premier tour, il y a eu pas mal de sujets ou de débats liés donc, à cette question. Au second tour avec Macron, 39 ans. L'âge qui contraste un petit peu avec nos dirigeants africains, et ce matin le confrère Courrier de la République a mis un accent particulier là-dessus, mais peut-être avant de revenir sur cette question précise, est-ce qu'il faudra tirer déjà des leçons de cette présidentielle par rapport à nos politiques en Afrique, dans nos pays, au Togo, puisque nous sommes au Togo? Vous savez, depuis, l'Afrique a donné l'exemple. Quand vous prenez le cas du Béninois, vous leur parlez de Patrice Talon. Vous avez vu que la plupart des partis politiques n'ont pas pu. Talon est sorti de nulle part. Il y a eu déjà les mutations au niveau de l'Afrique. L'autre aspect, c'est que par rapport à l'élection de Macron, la gauche était fatiguée. La droite également était fatiguée. Et vous savez, le Front social également était en train de prendre l'ampleur au niveau de la France. Et finalement, la jeunesse aussi ne se retrouvait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire de la gauche, qu'est-ce qu'il faut faire de la droite? Il faut chercher un sang neuf pour injecter une fois encore une force, pour voir si les choses peuvent marcher en France. Et c'est ce que les Français ont fait. Ils ont pris Macron. Mais l'autre aspect également qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait une diabolisation du côté de Marine Le Pen. Parce que la plupart des médias... Non, en même temps, on connaît le Front National. Oui, on connaît le Front National, mais écoutez, le pouvoir, c'est autre chose. Prenez le cas de l'Américain. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit au début de la campagne? Aujourd'hui, Trump ne se retrouve pas dans son programme. C'est-à-dire que quand vous venez au pouvoir, c'est une autre réalité. Quand vous êtes en campagne, c'est également une autre réalité. Ce que Marine Le Pen proposait au peuple français, disant qu'elle va sortir de l'euro, également. Je crois que c'était une campagne, vous faites populiste. Elle tirait sur les ficelles pour voir si effectivement les Français allaient accepter son programme. Mais ça n'a pas marché. Si aujourd'hui Le Pen a échoué, c'est parce que, effectivement, il faut le reconnaître, elle avait tous les médias à son dos. Aucun média ne voulait même pas accorder des entretiens. Non, il parlait, le Front National était sur les médias. Oui, mais en même temps, le Front National n'aimait pas la presse. Ça, on l'a encore vu hier au QG. Oui, mais elle a raison. Elle a raison. Au QG, on a mis dehors tous les journalistes. Mais vous savez pourquoi elle a fait ça? Qui s'approche mais elle a raison. Elle a raison. Du moment où vous diabolisez la personne. Il y a une interdiction fantaisiste. Non, pas du tout. On n'avait pas le droit d'interroger quelques minutes que ce soit lors de la soirée. Vous le faites, on vous met dehors. Vous voyez? Mais ça aussi, c'est le Front National. Mais écoutez, le Front... Alors, moi, je reviens par rapport à la situation. Oui, aujourd'hui, l'Afrique doit comprendre, et surtout les chefs d'État africains qui sont là, aujourd'hui qui constituent par exemple des grands-papas à Macron, parce que ce qui est sûr, après son installation, les gens vont défiler à l'Élysée. Je crois que ça doit leur donner une leçon, et se dire aujourd'hui qu'après le pouvoir, il y a également une vie. C'est-à-dire que la jeunesse est là, il faut faire également la promotion de cette jeunesse. Le confrère disait tout à l'heure que effectivement Hollande a dû préparer Macron en catimini. Mais c'est en Afrique aujourd'hui, quand il démissionnait, on allait chercher un alibi pour le mettre au nouf. Soit pour dire qu'il a détourné, soit qu'il a fait quelque chose. Aujourd'hui, vous voyez, ce talent-là sera enterré comme ça.
Donc il est aujourd'hui important qu'en Afrique, nous avons des intelligences, nous avons des jeunes également qui peuvent effectivement faire quelque chose. Je crois qu'il faut libérer la parole. Il faut libérer les énergies. Comme Fonia Singh l'a dit, vous l'avez suivi le 27 avril dernier, il disait qu'il faut maintenant libérer les énergies. Est-ce que c'est la... Je voulais dire, c'est le seul moyen finalement pour permettre aux Africains, d'abord aux politiques et à la jeunesse africaine de s'émouvoir, de s'éclore véritablement. Parce qu'aujourd'hui, depuis hier, je veux dire, on est fasciné par Emmanuel Macron. Ah oui, je pense que même les Français à un moment donné, on dirait qu'ils adoraient, qu'ils étaient en tout cas fous qu'ils aimaient l'âge de Macron, c'est-à-dire l'âge les intéressait à un moment donné. Et c'est pourquoi je suis un peu d'accord avec Jacques une fois encore lorsqu'il dit que les médias ont voté très tôt pour Macron. Je pense que les médias, on ne va pas nous dire un jour que, bon, en Afrique, que les médias sont pour tel candidat, mais la France, qui est notre métropole, ancienne métropole, nous a montré, par la presse française, a pris fait et cause pour Emmanuel Macron. Elle a participé au bourrage des crânes des Français. Ça, il faut le reconnaître. Non, c'est clair. Il ne faut pas qu'un jour qu'on nous dise que non. Excusez-moi, non, je ne vous arrête pas, mais quand on dit ça aussi, en même temps, ça donne une insulte pour le peuple français. Ça veut dire qu'on dit que les gens, eux, ne réfléchissent pas. Non, mais la presse a joué un rôle incommensurable. Elle a téléguidé, elle a guidé, elle a orienté, elle a vraiment... C'est le pouvoir, vous avez dit. Oui, mais pourquoi je tiens à relever cela, parce que si c'est en Afrique, on va dire que pourquoi c'est pour tel que la presse est libre de choisir le camp qu'elle veut. Et en France, mais les médias, Jacques le disait, dans leur majorité, étaient derrière Emmanuel Macron, non seulement au premier tour, mais ce deuxième tour, le terrain médiatique était carrément, tout était occupé au profit de Emmanuel Macron. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que ce qui s'est passé, c'est vrai que ces gens-là, ils ont atteint une maturité politique. Ils ont commencé leur démocratie il y a des centaines d'années. Hein. Et donc, ils sont arrivés à un niveau donné. Et aujourd'hui, des millénaires. Ce que je vois, je constate aujourd'hui par rapport à l'Afrique, je ne sais pas si aujourd'hui la jeunesse africaine a les moyens en tout cas, de commencer à se prendre en charge. Ça veut dire quoi? De commencer à croire en elle. De commencer à dire que ce n'est pas... C'est quand on est vieux qu'on est intelligent, ou bien qu'on sait mieux faire la politique. Ce jeune homme est arrivé à balayer tous ces... Je ne sais même pas... Ces caïmans politiques, tous ces pendant 50... C'est eux qui, vraiment, la gauche a eu se passer la balle comme des joueurs de tennis. Mais l'enfant l'a topé tout. Il dit non, c'est fini. Maintenant, essayons autre chose. C'est aussi possible en Afrique. C'est possible. À condition que la jeunesse elle-même décide. Parce que ne pensez pas qu'un jour, on va offrir, on va laisser la jeunesse comme ça. On sait que c'est des gens pleins d'énergie. Vous avez oublié un détail, excusez-moi Michel de vous le rappeler. Il y a des gens qui sont au niveau du parti au pouvoir qui à un moment donné ont quitté le pouvoir. Oui. Vous vous rappelez des sorts qui leur ont été réservés? Oui, je sais. Il y a le cas de Yomé Kodjo, Daogo Péré, il y a le cas récent, c'est Pascal Bodjouna. Ça veut dire qu'on ne tolère pas ces gens de sortie de la maison. C'est considéré comme des trahisons. Non. Je pense qu'un jour ou l'autre, tout aussi dépendra de comment Emmanuel Macron va commencer à voir l'Afrique aussi. Parce que les pouvoirs qui essaient de provoquer ce genre de situation, mais il faut aussi essayer de les gérer. Non, mais écoutez, Macron ne viendra pas régler pour le ministre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, mais il y a une complicité. À un moment donné, on a senti dans certains pays en Afrique, par rapport à certaines situations, on a senti une complicité avec l'Élysée. Quand, par exemple, Denis Sassou Nguesso voulait organiser le référendum, Hollande l'a dit non. Comment? Monsieur, vous avez le droit d'organiser le référendum.
si vous vous rappelez, Oui, c'est Hollande ça, oui. l'a dit. Mais si après même, il a essayé de se rétracter en disant non, il a trouvé des parades, des gymnastiques pour... voilà, c'est une complicité. Mais si un jour ou l'autre, le président qui est là-bas cesse de jouer comment l'appelle-t-on, au complice ou bien d'être complaisant envers, en tout cas dans certaines situations, mais ça peut aussi changer. Je ne dis pas que le président Macron, le président français Macron, je ne dis pas qu'il va venir régler quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis, c'est à la jeunesse de se prendre, en tout cas, de montrer qu'elle est capable de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les oubliés en Afrique, c'est la jeunesse. Au-delà de tout ce qui est fait, on dit là, mais tout, c'est des discours. Alors, la jeunesse elle-même, est-ce qu'elle est franchement consciente de la situation? Vous savez, quand on ne s'engage pas politiquement, c'est toujours compliqué. Si Emmanuel Macron ne s'est pas engagé, à un moment donné, même s'il y a eu un coup de pouce quelque part, il faut d'abord s'engager. Est-ce que la jeunesse togolaise s'engage véritablement? Loïc Lawson, sur nos antennes, le matin, disait que ce n'est pas se cacher derrière le WhatsApp tout le temps qu'on arrive à se bâtir politiquement pour pouvoir affronter les dinosaures. Je voudrais, avant de répondre à votre question, relever deux choses. Allez-y. Faire deux observations. J'ai pu reconnaître que la force de la France, c'est sa presse. La force de la France. On l'a vu hein, avec Fillon. C'est La presse a mis KO Fillon. Oui, Vous voyez. ça c'est Et clair. donc, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la politique française et la politique africaine. Lorsque, au Togo, nous prenons la jeunesse togolaise, vous venez de poser la question tout à l'heure, et vous avez bien fait à l'époque, vous avez touché du doigt deux réformistes. Ils ont dit, nous voulons réformer. C'est par rapport au fait que nous sommes dans le système. Pourquoi? Parce que Macron était du système. Quand je dis du système, j'ai relevé tout à l'heure qu'il fut secrétaire général adjoint de la présidence française. De l'idée. Et donc, il comprend. Il sait. Il connaît les rouages. Ici, lorsqu'on a posé le problème de reformer le RPT d'antan, à travers les deux noms que vous avez cités, Daokou Péré et Gabriel Agbéoumé, le sort leur a été réservé, tout le monde l'a vu. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont du système, qui veulent que le système change parce que le monde évolue. Mais bizarrement, je me rends compte que quand vous êtes dans le système au Togo et que vous voulez changer le système, ou bien vous proposez à ce que de nouvelles orientations, de nouvelles choses soient faites, vous êtes mis KO. Et le dernier exemple, vous l'avez si bien cité, c'est le cas Pascal Bodjouna, où on dit, on a susurré, c'est des rumeurs, que on aurait appris quelque part que Pascal Bodjouna a l'intention de briguer un quelconque Ça, ce n'est mandat. pas la version officielle. Oui, je dis on d'accord sursure. là-dessus. J'ai dit on sursure. Oui. Et j'ai dit Il des rumeurs. Il faut bien le préciser. Oui, et j'ai dit des rumeurs. Et j'ai dit ça tout à l'heure. Oui, c'est c'est des rumeurs. Alors, il a suffi que le monsieur fasse une conférence de presse en disant que je bondis d'énergie pour dire à ceux qui voulaient que je ne sois plus homme politique que je suis bel et bien là et personne ne me fera barrer la route. C'est-à-dire que si on l'a... Voilà. Alors, la suite, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. On a trouvé une place à ce monsieur dans une prison de la place. Aujourd'hui, on vient maintenant Et à alors l'engagement politique de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron, 39 ans, ça fascine à travers le monde, si ça va engagé, à un moment donné, il ne sera pas là. Aujourd'hui, même si il n'a jamais exercé une fonction politique, et ça aussi, il faut le dire. Je vais vous rappeler ceci. Tout juste après l'indépendance du Togo, Oui. il y avait un certain nombre de projets qui avaient été établis. Je pense juste
la jeunesse pionnière avec les Israéliens qui venaient, qui aidaient la jeunesse à travers des projets. Et ça marchait. Il a suffi que le coup d'État du 13 janvier 1963 vienne mettre fin à tout cela. En lieu et place de la promotion de la jeunesse, on a eu l'animation politique. Après, on a eu les lectures de motion. On n'a pas préparé en tant que tel la jeunesse à une prise de conscience face aux réalités. J'ai été, quand j'étais encore très jeune, j'ai été chaque fois sidéré quand je vois des étudiants dans le jardin du général Eyadema, après l'avoir acclamé, quand ils sortaient, ils parlaient, qu'on leur distribuait de l'argent. Et c'est des choses que nous avons connues. C'est comme ça. On veut dire que ça a été fait à dessein, n'est-ce pas? Oui, on a modélé. Pour avertir la jeunesse. Et aujourd'hui, on prendre conscience. Donc aujourd'hui, on devrait s'étonner de la place qu'elle occupe véritablement. Je ne sais pas si Jacques est d'accord sur cette orientation que donne Ildefonse à ce débat. Bon, vous savez... Excusez-moi, hier je lisais un confrère sur une plateforme qui disait que face à une jeunesse qui n'aime que le téré-téré, le WhatsApp et consorts, c'est toujours compliqué qu'on ait la jeunesse qui s'engage politiquement. Justement, quand vous prenez le cas du Togo, oui, la plupart de nos compatriotes, si vous voulez les voir vociférer, ils sont derrière les WhatsApp. Ou soit quand on fait une émission en direct, ils s'appellent, ça s'arrête là. Mais quand on parle d'un engagement, est-ce qu'ils s'engagent? Ils ne s'engagent pas. Les gens ont peur. On a augmenté le prix du pétrole dans ce pays. Les gens ont voulu manifester. Certains sont sortis, mais certains ont vaqué librement leurs occupations. C'est pour vous dire que l'autre aspect également, c'est que les politiciens ont fait tellement que aujourd'hui la jeunesse n'a plus confiance même à la politique. Parce que vous voyez un politicien aujourd'hui qu'on acclame et que demain qui se retrouve dans un autre camp et qui constitue également un frein à cette jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse togolaise aujourd'hui n'a pas de repère. La jeunesse togolaise ne sert plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle n'ait plus finalement de repère? Si cette jeunesse n'a pas de repère aujourd'hui, c'est le fait que les aînés qui ont pris en marche, qui ont pris cette lutte-là en marche, n'ont pas finalement eu le courage d'aller jusqu'au bout. En fait, c'est tout le problème aujourd'hui. Et je crois que ce qui doit se passer dans notre pays aujourd'hui, comme Michel disait tout à l'heure, il donnait un exemple, mais ce qu'il voulait dire par rapport à ce qu'il a dit, c'est que pour faire de la politique aujourd'hui, il faut les moyens. Macron, il faut le reconnaître, Macron a été soutenu par des puissances. Quand vous prenez les gens comme... On parlait des milieux financiers. Voilà, vous prenez les gens comme les Bolloré, ils ont soutenu Macron. SFR et autres, ils ont soutenu Macron. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la politique si vous n'avez pas les moyens. Ça, il faut le reconnaître. Parce que vous ne pouvez pas aller aujourd'hui rassembler les gens pour leur parler de votre programme. Les gens s'en foutent du programme. Ce n'est pas le programme que les gens veulent. Les gens veulent aujourd'hui, quand vous allez accéder au pouvoir, leurs conditions de vie, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à leurs conditions? Oui, mais c'est ça le programme. Oui, non, écoutez, c'est-à-dire que vous leur expliquez ce que vous allez faire. Non, ça c'est concret. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez dire aux gens que vous allez faire par exemple l'autoroute de Aného jusqu'à Saint-Cancé, ça ne leur dira rien. Un politicien a dit ça même dans ce pays, je me rappelle. Mais c'est que lui aussi n'a pas encore pour le moment accédé au pouvoir. Non, mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, ce que le Togolais veut, c'est le concret. Et puis si une jeunesse doit s'engager dans cette politique, il faut que cette jeunesse-là soit une jeunesse courageuse. Aujourd'hui, on n'a pas de courageux. Ah, c'est-à-dire que le terrain est tellement miné qu'il y a des coups à prendre. Bien sûr, les gens ont peur. Très bien. Michel. Oui, je vais commencer par là où il a chuté. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand on dit que quand vous êtes jeune, vous vous lancez en politique, il faut avoir les moyens. Mais il suffit que vous ayez le courage de vous lancer. Mais ma foi, il y a des gens qui vont vous soutenir. Oui, mais attendez, excusez-moi. Ce qu'il faut vaincre, c'est-à-dire que au Togo, vous avez le sentiment que au Togo, l'élément essentiel pour peut-être accéder à ce que Emmanuel Macron a aujourd'hui, c'est être jeune, avoir le courage, ne pas avoir peur, forcément,
et vous allez réussir. Mais il y a ce que beaucoup appellent depuis hier notre cadre électoral, le jeu démocratique même. Est-ce que sur ce point, on est sûr que si les jeux n'étaient pas clairs en France, par exemple, je pense qu'il y a un confrère qui le disait ce matin, si les jeux n'étaient pas clairs en France, on verra Emmanuel Macron. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Vous voyez, quand vous prenez, surtout le début de l'ère démocratique chez nous, jusqu'à un certain moment, il y a un sentiment de peur qui a gagné la jeunesse. Quand vous commencez, bon, les gens d'un certain âge qui sont dans les sphères politiques, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, vous dites, vous êtes né quand? Déjà, vous êtes frustré. Oui, on veut vous discipliner. C'est pourquoi je dis, nous avons besoin des fous, des jeunes fous. Et lorsque nous allons commencer à voir des gens comme ça, qui vont provoquer des révolutions à l'interne des partis. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Michel, si vous êtes tellement mouillé jusqu'au cou, contrairement à ce que mon confrère Idol disait, il a cité certains noms ici, mais c'est eux qui ont fait ce que nous sommes. Et vous pensez que les gens sont prêts à fermer les yeux comme ça? Macron, il était du système, mais il n'était pas tellement mouillé. Il y a des gens qui sont mouillés jusqu'au cou. On a sorti aussi les casseroles. Les casseroles, voilà. Donc il faut aussi noter ça. Merci beaucoup Michel Pédia, Jacques Dacouty et Delphonse Damaki. Nous allons marquer la pause pour le journal avec Amen Assignon. Juste derrière, on se retrouve pour la seconde partie. Deuxième partie de Taxi Presse avec Michel Tchadja, Delphonse Damaki et Jacques Dacouty. Michel, c'est vous qui avez la parole. On évoquait la jeunesse et pour vous, c'est les vieux qui sont dans les partis politiques qui refusent de libérer les énergies pour les jeunes. Et vous voulez une jeunesse folle, c'est ça, qui casse la baraque. Il faut des fous dans la jeunesse. Et c'est pourquoi la dernière fois, le chef de l'État, lors de son message à la nation, le 27 avril, pour le compte du 27 avril, disait qu'il faut libérer les énergies. J'ai aimé cette façon de dire parce que s'il est conscient qu'il faut libérer les énergies, et ce n'est pas du côté seulement du parti au pouvoir, du côté de l'opposition aussi, il faut des révolutions internes pour faire... Parce qu'à un moment donné, on nous a fait... Bon, l'impression qu'on a, c'est qu'il faut avoir un certain âge avant de faire la politique chez nous. Il y a des gens de 18 ans, mais qui sont talentueux, mais comme il n'y a pas... Bon, par exemple, les élections législatives, les élections locales ne sont pas organisées depuis un certain nombre d'années pour permettre... Est-ce que ce n'est pas justement à ce niveau que ça devrait se jouer? Mais normalement... Quand on dit libérons les énergies, ou on dit on va libérer les énergies, et quand il n'y a pas les élections locales, est-ce que franchement il y a une volonté ferme pour que la jeunesse puisse prendre le pouvoir? Non, je ne pense pas. Parce que l'apprentissage politique même, l'apprentissage c'est à la base et c'est au niveau des collectivités locales. Voilà, excusez-moi. Au niveau des collectivités locales, il faut des conseillers, il faut des maires, et c'est à la base qu'on apprend normalement à faire de la politique en Ghana. Il y aura des gens de 20 ans qui vont vouloir être des conseillers, on ne va pas leur faire, ils ont atteint la majorité. Mais aujourd'hui, c'est une certaine classe, certaines personnes qui sont là, feraient venir au pouvoir très jeunes. Mais si vous prenez les différents gouvernements, c'est des gens d'un certain âge. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est... aujourd'hui, bon, je pense qu'il appartient à la jeunesse. Je l'ai dit, je le répète. Il faut des fous. Il faut des gens qui, vraiment, à un moment donné, vont dire, mais nous aussi, mais notre heure a sonné. Parce qu'il y a des générations qui sont en train de descendre comme ça, pour rien. Parce que une classe, une certaine catégorie de personnes, pendant 40 ans, elles sont là, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir, qui sont là, et pas de place. Ce n'est pas normal. Ildefonse, quel est votre commentaire sur cette question? Vous savez, quand vous me posez le problème de la jeunesse togolaise par rapport à ce qui se passe actuellement en France, je rigole un tout petit peu. Surtout lorsqu'on me dit que le chef de l'État dit qu'il faut libérer les énergies. Vous l'avez écouté quand même, non? Je me dis, commençons par lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Non, je ne dis pas, Michel, que c'est toi qui le dis. Je dis, moi je fais juste un petit commentaire de ce que le chef de l'État a dit. Et moi je dis que à son niveau même, il faut qu'il
libère. Parce que le chef de l'État, vous le voyez, il fait de très beaux discours. Mais les actes qui suivent après ce qu'il dit, est-ce que pour la plupart du temps, c'est ce qu'il dit? Il le dit, mais il ne le fait pas. Moi, je suis un tout petit peu éberlué quand on me dit que au niveau même de la jeunesse togolaise, rien n'est fait. C'est vrai, il faut être honnête. La lutte amorcée en 90 par la jeunesse togolaise a été trahie par les aînés. Ça, il faut le dire. Parce que l'allure que prenaient les choses, ce n'est plus ce que nous avons, ou nous remarquons encore aujourd'hui. Vous avez vu cette fougue de 90 de la jeunesse togolaise qui voulait que les choses changent. Mais pourquoi est-ce que c'est arrêté finalement? La trahison? Il y a eu la trahison. Et il y a eu aussi le fait que... Il y a eu beaucoup de choses. Un exemple. Lorsque Michel parlait tout à l'heure de M. Faure-Gnassingbé qui est venu au pouvoir et qui nous dit de libérer les énergies, mais qu'on se rend compte que autour de M. Faure-Gnassingbé, c'est ceux qui ont travaillé avec son papa qui sont encore avec lui. Comment vous voulez que la jeunesse trouve sa place là? Monsieur Faure est jeune. Il a pris le pouvoir jeune. Est-ce que dans son gouvernement, il y a des gens qui ont son âge? C'est ceux qui ont travaillé avec son père. Moi, entre-temps, j'avais dit c'était des pépés. Parce que prenez... Et vous allez remarquer non, même... Il y a de la jeunesse débordante dans le gouvernement de Faure Gnassingbé. Vous allez remarquer même... Gilbert Barara, c'est pas un vieux quand même. Inissa Onionfam, il n'est pas vieux. On est d'accord là-dessus à peu près? Vous allez remarquer que... Mais ce n'est pas des jeunes aussi. Autour même de l'appareil de l'État togolais, il y a certaines personnalités qui ne sont jamais admises à la retraite, qui ont toujours gardé leur poste. Avec le père, avec le fils. Comment voulez-vous que dans ces genres de situations, que la jeunesse fasse quelque chose? Et quand on veut, des fois, parce que Michel a parlé tout à l'heure, d'avoir des fous, entre guillemets. Et une forme de révolution du palais. Oui. Mais je veux juste lui donner un exemple. Le 28 février, dans ce pays, quand il y a eu augmentation des produits pétroliers, qu'est-ce qui s'est passé quand la jeunesse s'est levée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux juste souligner deux faits. En France, on a dit tout à l'heure que Macron a eu des soutiens de grande taille, dont on a cité aujourd'hui Bolloré. Bolloré a certainement mis la main à la poche et a fait d'autres choses. Mais ce que moi je réalise dans mon pays, c'est que c'est l'armée qui donne procuration. Bon, là vous amenez le débat sur... Non, j'en viens. Sur le cadre strict, n'est-ce pas? Non, de la jeunesse. J'ai donné l'exemple du 28 février. Qu'est-ce qui a fait que le mouvement, si effectivement la jeunesse devait prendre... Non, devait faire... On ne peut pas comparer ça... Non, je viens. Si la jeunesse... Vous avez parlé de... Parce que nous parlons de la pratique politique. Ce n'est pas, pas de révolution, pas des coups de poing dans la rue. Vous avez parlé de révolution, non? Comment ça se fait là? Non. C'est politique. C'est celle dont on parle en France aujourd'hui. Je n'en dis c'est pas celle violente quand même. Hein. Je n'en dis combien pas. Celle dans le milieu politique. Je n'en dis combien pas. Vous avez dit comment ça se fera avec la jeunesse. Mais quand vous me parlez de révolution, comment ça se fait? Même si c'est politique. Pourquoi vous acceptez qu'en 90, la jeunesse a fait ce qu'elle doit faire? Et pourquoi vous m'interdisez aujourd'hui de ne pas dire que dans son élan... On vous interdit rien. Oui. On est en train de réfléchir sur un sujet, oui. Excusez-moi. Dans son élan, quand la jeunesse veut chaque fois s'immiscer ou bien se faire entendre, vous savez ce qui se passe. Ne nous voilons pas la face. C'est la raison pour laquelle je dis qu'en France, c'est le pouvoir financier à travers des hommes d'affaires, dont Bolloré, qui font tout ce qu'il faut pour que ça change. Mais ici, ça ne change jamais. Mais quand il n'y a pas d'engagement, ça ne changera pas. Quand il n'y a pas d'engagement, il n'y aura pas de ces milieux financiers
qui soutiendrait cette jeunesse. On est à peu près d'accord. Vous savez, quand on sait... Vous donne la parole à Jacques. Quand on sait que ça ne bougera pas, tant que le pays est comme ça, personne, aucun investisseur, personne ne peut mettre la main à la poche. Il dira, non, la manière dont je vois que les choses ne bougent pas, ça ne bougera pas, je ne peux pas mettre la main à la poche. Merci, Défense. Jacques, les chefs d'État africains, il y a des images qui circulent depuis plusieurs jours maintenant, depuis le 23 avril. Et puis voilà, depuis hier encore, avec insistance, ces chefs d'État africains, on les connaît tous, hein. Denis Sassou Nguesso, Obi Nguema et tous ces gens-là, certains parmi eux, quand ils sont arrivés au pouvoir, Emmanuel Macron avait 2 ans, Emmanuel Macron avait 5 ans, et ils sont toujours là aujourd'hui. Vous savez, la France-Afrique n'est pas encore partie totalement. Un matin, il demanderait d'aller voir le jeune Macron à l'Élysée. Est-ce que finalement, les énergies dont on demande qu'on se libère, est-ce qu'il ne faudra pas le faire sincèrement et que ce soit une réalité sur toute l'Afrique? Je crois que Michel a dit quelque chose entre-temps. Vous savez, si vous voulez libérer, par exemple, les énergies, comment cela doit se faire? Ne regardez pas seulement celui qui est au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des gens... C'est toute la société. Disons que c'est un système. C'est un système qui est là. Ne regardons pas seulement aussi le parti au pouvoir, hein, il y a également l'opposition. Regardez comment certains leaders sont partis, ils sont revenus. Quand vous voulez parler de Maître Yavian, oui. Mais c'est vous qui donnez le nom. Non, non, enfin, on le voit. C'est-à-dire... Vous avez peur de citer le nom? Non, pas peur, mais moi c'est des exemples que je donne. D'accord. Que celui qui se sent morveux se mouche. Est-ce que j'ai dit, vous voyez que, comment voulez-vous que cette jeunesse-là puisse libérer les énergies si les gens qui sont là ne veulent pas laisser la place? Mais c'est un peu difficile. La place qu'on ne donne pas, il faut bouger. Michel le disait. Oui, mais s'il faut bouger dans ce sens, on l'a dit. Vous savez, il y a un système qui est là. Si vous voulez bouger, on peut vous coller une affaire. Et si vous ne savez pas faire, l'affaire là peut vous conduire au youf. Voilà pourquoi les gens ont peur aujourd'hui de s'engager. Et lorsque vous voulez encore vous engager, qu'est-ce qu'on fait? On vous diabolise. C'est également un autre aspect qu'il faut retenir. Et le troisième aspect, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui vous n'avez pas les moyens financiers. Et vous serez difficile de vous engager. Alors, et l'aspect lié donc au jeu électoral, le cadre électoral, le cadre démocratique. Vous savez... Tout à l'heure, Michel a essayé de le fleurir. Oui, le cadre électoral, c'est vrai. Mais, vous savez... On est sur le continent africain. Oui. Prenez le cas, par exemple, de la Gambie. Oui. Mais il n'avait pas un cadre électoral. Mais, comme la population s'est levée, et ce qu'il faut reconnaître, c'est vrai que la communauté internationale a aidé la Gambie à ce que l'autre Barrow puisse s'installer. Si la communauté internationale n'avait pas du tout aidé Barrow, Barrow n'allait pas s'installer, ça il faut le reconnaître. Mais ce qui est important ici, précisément en Afrique et chez nous au Togo, il faut que les gens aient le courage. S'il n'y a pas ce courage, ça il faut le reconnaître, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas du tout. Il suffit seulement par exemple d'un gaz lacrymogène. Si par exemple il y a 50 personnes qui sont réunies, on lance un gaz, mais vous allez voir que la partie est la débandade. Voilà, prenons le cas par exemple du Burkina Faso. la police. Les gens étaient déterminés. Les gens savaient ce qu'ils voulaient. Mais quelles qu'en soient les balles qu'on tirait, les gaz qu'on lançait, les gens sont restés mobilisés, déterminés. Mais ici dans notre pays, il n'y a pas cet engagement parce que, il faut le reconnaître également, la base qui devait servir d'exemple, entre-temps on jetait l'éponge. Et aujourd'hui, la jeunesse s'est sentie trahie. Les gens se disent aujourd'hui à quoi bon s'engager en politique. Alors, comment est-ce qu'il faut restaurer tout ça? Parce que pour restaurer tout ça, c'est très simple. C'est la prise de conscience. C'est-à-dire que du moment où nous prenons la conscience, on sait également... Qui prend conscience? Mais c'est une conscience La jeunesse qui collective. prend conscience ou on lui fait faire prendre conscience? Mais ça, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au parti au pouvoir, et également, disons, la société civile, la conscience, c'est à tous les niveaux. C'est ça à tous les niveaux qu'on doit prendre cette conscience. Michel. Mais vous parlez de la prise de conscience. C'est pourquoi je vous ai parlé des fous. C'est ces jeunes-là qui seront chargés d'illuminer les autres. Vous vous rappelez de Julius Malema en Afrique du Sud, que c'est une tête de populiste, mais il a actuellement 7 ou 8 élus au Parlement. Et vraiment, il est un caillou dans la chaussure de
Jacob Zuma actuellement. Voilà. C'est quelqu'un qui sert un discours, qui galvanise. Voilà. Il faut des gens. C'est vrai, chacun doit prendre, je suis d'accord avec Jacques, chacun doit quand même prendre conscience à son niveau. Mais il faut des gens pour illuminer. Voilà, c'est pourquoi je dis, il faut des fous, entre guillemets, qui vont permettre aux autres de voir le monde autrement. Nous disons que les jeunes de 80 ans, 75 ans, tout non, ça là. Ce sont des vieux. Hein. Comment, des jeunes de 80 ans, 75 ans et autres. Ce n'est pas. Nous ne critiquons pas le fait qu'ils sont vieux, hein, mais c'est leur longévité au pouvoir qui pose problème. Parce que, comment l'appelle-t-on, Fillon, Macron était face à Le Pen. Le Pen, c'est quelqu'un qui est au-delà de 49 ans. Voilà. Donc, ça dit que ces vieux-là, ils pouvaient affronter des jeunes, et s'ils gagnent, il n'y a pas de problème. Mais sauf que ici, c'est que les gens font 25 ans, 30 ans, 36 ans. C'est là le problème. Et je suis sûr que ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui vont dire non, il y a des réalités africaines, c'est pas. C'est vrai. Vous savez, le code de la route, il est le même pour les hommes et les femmes. On ne peut pas. La pratique politique ou la démocratie ne se pratique pas selon les tropiques, selon les méridiens. Ah, d'accord. Voilà. Ce n'est pas selon les méridiens qu'on fait de la démocratie. Si la démocratie a des bases, a des exigences, elles doivent être partout. Partout. Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous avons des réalités en Afrique, c'est vrai, mais il faut quand même le minimum. Il faut qu'on observe le minimum. Bon, quand quelqu'un fait 20 ans au pouvoir, ou 25 ans, 30 ans au pouvoir, mais on se demande, mais c'est quoi? Bon, Jésus qui était très bon, vous savez combien de temps il a fait? 33 ans sur la terre. Voilà. Mais même par rapport à ce qu'il a enseigné, je veux parler de quand il a commencé à enseigner. Ah d'accord, 3 ans. Mais il est parti. Mais que des gens, on ne comprend pas. Est-ce que... Donc c'est pourquoi, à un moment donné, je dis, il faut que les jeunes commencent à ouvrir les yeux. On va dire, ils n'ont pas les moyens. Je dis, c'est faux. Juste maman, c'était un rien du tout. Mais qui a pris conscience, il a galvanisé, il a illuminé les autres et aujourd'hui, il est en train de vous allez voir, après, comment l'appelle-t-on, Jacob Zuma, vous allez voir son score lors des prochaines élections. Donc, il faut qu'on commence à apprendre que quelqu'un à 25 ans puisse être maire de la capitale du Togo, par exemple. Il faut qu'on organise des élections locales pour assister à des choses comme cela. Un dernier élément avant de passer à notre sujet. Oui, vous avez parlé du dispositif électoral et ce qui m'a plu, c'est que bien que Macron soit appuyé par François Hollande, il n'y a pas eu de manipulation de résultats. Non, là on est dans une autre démocratie, il me semble. C'est un peu compliqué. Il vous semble. Les résultats tombaient, tout le monde le voyait. Parce que vous avez fait allusion au dispositif électoral, c'est pourquoi j'en parle. Donc, lorsque nous avons affaire à des gens qui sont devenus des assoiffés de pouvoir, vous savez que ça sera difficile que ces genres de choses se passent en Afrique. Parce que tout se joue à des niveaux, à un niveau donné. Mais on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, on peut se plaire à dire que Macron avait 2 ans quand Sassou Nguesso a pris le pouvoir chez lui. Oui. Même chose que Dos Santos, Teodoro Obiang. Il avait 5 ans quand le Camerounais Paul Biya a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se maintenir ainsi au pouvoir? Vous avez dit qu'ils ont bien travaillé. Allez poser la question à leur peuple. Ils vous diront. Et donc, il faut voir tout cet aspect-là. Si vous voulez, effectivement, alors moi je reviens encore sur la libération des énergies. Si vous voulez que les choses changent, pour que nous ayons les mêmes résultats, parce que Michel a dit tout à l'heure que la politique ne se pratique pas au niveau des méridiens. C'est-à-dire qu'une fois que c'est la démocratie est un peu partout. Si nous voulons que ça change, il faut que ceux qui sont les porteurs, ceux qui sont à la tête donnent de très bons exemples. Si tel n'est pas le cas, ça ne peut pas se faire. Bien. Des pays policiers, même si vous vous soulevez, on peut vous mater. On s'en fout de la communauté internationale.
Monsieur, merci beaucoup sur ce sujet. On va passer à notre sujet, revenir un petit peu sur la sortie, la dernière fois, la veille, de la fête de l'indépendance de la conférence des évêques du Togo, les évêques qui ont adressé un message aux politiques, que ce soit de l'opposition et de la classe dirigeante aujourd'hui. Mais peut-être avant, il y a eu des décorations un peu partout. Faure Gnassingbé a décoré certains citoyens. Il y a le Premier ministre aussi qui a fait dans la décoration. Tout à l'heure, avant de démarrer l'émission, vous vous étonnez presque, Michel, que dans le lot où souvent quand on décore, difficilement on voit la presse là-dedans. Vous avez le sentiment que la presse, elle, ne contribue à rien dans ce pays? Non, c'est peut-être la question que tout le monde se pose. Est-ce que, bon, la presse togolaise n'a pas un travail? Et surtout depuis les mouvements démocratiques, il y a des gens qui se sont battus, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans la presse. Est-ce que jusque-là, ceux qui sont chargés de noter n'ont rien trouvé à noter pour ces gens-là? Bon, c'est la question qu'on se pose. C'est vrai qu'on sait qu'avant que vous ne soyez décoré, il y a quand même votre passé qui vous est collé, on décortique tout. Mais je pense que dans la presse, il y a des gens quand même qui ont mouillé le maillot. Et qu'aujourd'hui, bon, s'ils sont décorés, on ne sera pas étonné. Je pense peut-être que l'heure de la presse n'est pas encore sonnée. Et quand elle sera sonnée, je pense qu'on va avoir beaucoup de journalistes décorés. Parce que j'estime que les journalistes togolais font un travail remarquable. J'évoque aussi le sujet parce qu'il y a des décorations qui sont sujettes à des commentaires. Depuis quelques jours également, le cas du Major Kouroulou notamment. Alors beaucoup se posent la question, pourquoi est-ce que la presse, on l'ignore presque dans tous les dossiers? Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire autour de ça, Jacques. Bon, moi j'ai eu la chance quand même en 2012 d'être décoré. Ben voilà. Moi je me rappelle même pas, j'ai complètement oublié. Ouais, en 2012. Bon, je crois que vous savez... Au service rendu à la nation. Qu'est-ce que vous aviez fait? Vous vous rappelez encore? Beaucoup, il a fait beaucoup. Je crois que c'était en 2012. Et depuis 2012, je ne sais pas s'il y a encore un confrère de la presse. Tu étais seul à à l'époque? Je ne sais pas si depuis 2012 il y a eu encore un confrère. Je ne savais pas, je viens de découvrir. David, mais ça fait un peu longtemps quand même, depuis 2012. Non, 2012, c'est pas trop longtemps. Oui, bon, donc je crois que il est important, comme Michel l'a dit, les confrères sont en train de faire un bon travail. Moi j'étais là un matin comme ça, à l'approche du 27 avril. On m'a appelé la nuit que c'est comme ça que je serais décoré. Donc on était à la place du défilé et c'est comme ça que j'ai eu ma décoration. Je crois que c'était le général Berena, je me rappelle très bien. C'est le général Berena qui m'avait décoré en 2012. Au nom du chef de l'État. Au nom du chef de l'État. Je crois que il est important que les confrères puissent également être décorés. Et l'autre aspect, vous savez, quand on parle de décoration, il faut quelqu'un qui soit au milieu de cette presse, qui puisse aller vanter les mérites effectivement des confrères. C'est ce qu'on n'a pas depuis un certain temps. Quoi, il faut faire du marketing autour du travail que la presse fait dans le pays. C'est-à-dire que, vous savez, quand on veut décorer au niveau des entreprises ou bien des services, c'est des noms qu'on donne. Vous comprenez? On donne des noms et puis bon, on essaie de voir le profil et on peut vous appeler. Mais au sein de la presse, au fait, soit c'est la HAC, soit c'est le ministère de la Communication qui devait être chargé de ça. Et on amène les noms, c'est au niveau du ministère de l'Administration territoriale qui amène les noms au niveau de la chancellerie. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Je crois que le rôle maintenant, pour pouvoir que les journalistes soient décorés, il est important que la HAC et le ministère de la Communication puissent jouer leur partition. Je sais qu'il y a les confrères de la presse publique qui ont été également décorés dans le temps, après nous, parce que je sais qu'il y avait le directeur de la télévision et puis le directeur de la radio Lomé également, qui ont été également décorés dans le temps. Donc je crois que, parlant du Major Kouroulou, vous savez,
Nous n'avons pas les secrets des dieux pour savoir comment on décore Les pourquoi, critères. voilà, Les critères, pourquoi on l'a de notation. pourquoi on l'a décoré. Pourtant, on devait le savoir. On est quand même de la presse, ça aussi, et puis l'opinion doit savoir pourquoi est-ce que Oui, vous celui-ci savez, est décoré au par Burkina, l'autre. Quand vous prenez par exemple le Burkina, quand on décore les gens, on met la liste dans le journal Officiel. oui, et on publie dans Sidouaya, le lendemain en même temps, vous allez voir les noms de tous ceux qui ont été décorés. Et ça constitue l'archive pour ceux qui ne savaient pas que tel a été décoré. Donc je crois qu'il est important que Togo Presse également le fasse ici. On ne peut pas dire que les Burkinabés sont plus nombreux souvent dans la décoration par rapport aux Togolais. Quand vous prenez ce qu'on décore souvent au Burkina, sont plus nombreux. Donc je crois que, parlant du Major Kouloum, je crois que c'est le ministère de l'administration territoriale sûrement qui a les secrets pourquoi il a été décoré. Je crois que je ne peux pas me prononcer sur ce qu'il a fait, ce qui s'est passé par rapport à sa décoration. Très bien. Ildefonse. Compris ce que Jacques a voulu dire. Jacques n'a qu'à nous dire ce qui a été dit pour qu'il soit décoré. Tu as été décoré pour service rendu à la nation ou bien pour service rendu à la communication, bien à la presse togolaise? C'est ce que moi j'ai voulu savoir. Non, c'est la presse. Mais moi j'ai été choqué, je vous dis. J'ai été très choqué quand j'ai appris que le Major Kouloum a été décoré. Ça, je le dis en âme et conscience parce que tous les rapports que j'ai lus après 2005 parlant des tueries à Tapamé dans mon village, moi-même je me suis rendu là pour faire des investigations. Toutes les victimes que j'ai eues ont parlé du Major Kouloum. Mais que Major Kouloum soit décoré, il faut qu'on nous dise, c'est-à-dire que les raisons qui ont motivé la décoration du Major Kouloum, il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, ça choque les victimes. Je me rappelle, la dame que j'ai eue, dont le mari est décédé, charcuté, m'a dit que quelques jours après le forfait, le décès de son mari, qu'il a reçu une visite de blanc-blanc. C'est-à-dire c'est un autre nom d'un milicien d'Atapamé qui est venu lui dire qu'au fait, c'est le Major Kouloum qui l'a demandé de venir la voir pour lui, non seulement lui présenter des excuses parce que c'était pas son mari qu'on cherchait à tuer, mais c'est un autre. Mais j'étais très choqué. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Oui, c'est bien comme ça. J'ai été très choqué. Mais il faut qu'on nous explique les raisons qui motivent les décorations pour qu'on sache. Dans ce pays, oui, dans ce pays, pour qu'on sache. Parce que ça choque. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela produira dans la mémoire des habitants d'Atapamé qui ont été victimes de tout cela, qui chaque fois prononcent le nom du Major Kouloum et qu'on voit la décoration du Major Kouloum. Ça veut dire quoi ces histoires? Moi je ne comprends pas. Bien. J'espère que Ildefonse n'est pas choqué. Je suis choqué. Je suis comme que je suis ça. Non. seulement que tu n'as pas eu le courage de nous dire les raisons. Mais je peux comprendre parce que c'est notamment qu'on t'a appelé pour te dire que tu seras décoré. Point final. Alors, on va rester dans le même sillage pour parler comment on dit, l'indépendance du Togo le 27 avril dernier. À la veille, le 26, la conférence des évêques du Togo, comme ils ont pris l'habitude de le faire depuis un bon bout de temps, ils ont adressé un message aux politiques. Quand vous parcourez ce message, est-ce que vous avez le sentiment, Michel, que aujourd'hui il doit être bien compris par les politiques? Je ne sais pas, puisque je ne sais pas si les hommes politiques ont pris bonne note après la lecture de ce message. Mais ce qui est en tout cas intéressant, c'est que c'est un bon message. C'est un message, ce n'est pas la première fois. Les idées véhiculées, je pense que le clergé a l'habitude d'attirer l'attention de la classe politique sur un certain nombre de problèmes auxquels la nation est confrontée et des pistes de solutions. Rappelez-vous que le clergé avait demandé vraiment à la classe de faire un effort pour aller rapidement aux réformes parce que les Togolais attendent ces réformes-là de toutes leurs vœux. Ce que j'ai cru entendre ou j'ai pu retenir de ce message, c'est que nous vivons la paix au Togo.
Mais il faut que cette paix soit consolidée et pérennisée. Et s'il faut la pérenniser, il y a des comportements, il y a des attitudes, des actes que nous devons poser pour essayer de renforcer notre vivre ensemble. Et donc, puisqu'ils disent que derrière les apparences de la paix, on ressent, il y a des ressentiments, il y a des grincements dedans. Et qu'ils ont le sentiment que certains ont de la richesse et on fait tout pour qu'ils deviennent de plus en plus riches. D'autres sont très pauvres, on fait tout pour qu'ils deviennent de plus en plus pauvres. Et quand vous prenez les deux entités, leur dénominateur commun, c'est qu'un jour, en plus des frustrations, c'est qu'on peut arriver à des mouvements peut-être incontrôlables qui peuvent bouleverser notre paix qui est très chère actuellement. Donc, c'est pour dire que ce soit l'opposition et le pouvoir, les évêques veulent voir ces deux groupes travailler ensemble pour faire en sorte que la paix civile, la justice sociale surtout, Oui. soit préservée. Parce que ils ont fait une lecture que moi je trouve très claire et ils ont, pour passer leurs idées, utilisé les termes les plus justes. Les termes ont été choisis et c'est à juste titre pour faire comprendre à notre classe politique que le temps est arrivé que nous franchissions le pas. La question quand même a été évoquée quand vous parcourez encore leur courrier, vous vous rappelez, enfin pas le courrier mais leur message à l'adresse de la nation. Ils parlent d'abord d'une interpellation adressée à chacun. Ils ont évoqué ou situé l'opinion sur là où on en est aujourd'hui. Leurs rappels fondamentaux, la question de l'alternance a été évoquée par les évêques, la justice sociale, la justice judiciaire également, la responsabilité et la vérité, et finalement l'appel à la cohérence. Ils disent par exemple, fort de toute cette considération, nous lancions aux responsables politiques un appel à plus de justice et de cohérence, car on ne peut pas, au nom d'un prétendu réalisme politique, mais en réalité au nom d'intérêts souvent mesquins, bannir de la politique le droit et la morale. Jacques Descoutils, comment est-ce que vous comprenez ce message des évêques, cette adresse finalement à la nation, et aux politiques beaucoup plus? Vous savez, la plupart de ces responsables politiques, quand vous les prenez dans leur globalité, ce ne sont pas au niveau de l'Église catholique, soit ils sont au niveau des protestants, ce ne sont pas au niveau des protestants, soit ils sont au niveau des musulmans. La plupart de ces responsables des partis politiques, ils sont dans une église, quelque part. Et je crois que le fait que les évêques sortent par exemple cette lettre, c'est une bonne chose, mais je crois que ce qui doit se faire, c'est l'approche entre ces responsables politiques. C'est-à-dire que les évêques doivent maintenant dépasser ce stade de lettre à la nation. Il faut maintenant aller au concret. Mais ils ne sont pas des politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? On a vu ce qui s'est passé au Congo. Est-ce qu'on ne fera pas vite de les vilipender? Non, pas du tout. Que vous êtes des clergés, vous êtes des évêques, vous ne devez pas vous initier à la politique. Il y a des négociations en coulisses qu'on peut faire. Vous savez, la rencontre avec Gilles-Christ Olympio à Saint-Étienne. Ils le font. Oui, ça a pris assez de temps. Mais cela, finalement, ça a marché. Quoique, il y a des évêques dans ce pays, il y a des pasteurs. Ils le font. Oui, ça a pris assez de temps. Mais cela, finalement, ça a marché. Quoique, il y a des évêques dans ce pays, il y a des pasteurs, des imams qui peuvent également faire ce travail. Aujourd'hui, il est vrai, Michel a parlé de la paix. Nous avons besoin de cette paix. Nous savons que, quoi qu'on dise aujourd'hui, le Togo vit effectivement en paix. Mais notre seul problème, comme les évêques l'ont si bien soulevé, c'est la question sociale. C'est-à-dire que la justice sociale aujourd'hui dans notre pays, c'est si on arrivait à résoudre cet aspect-là,
et puis l'aspect également politique de la chose. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un peu la situation de notre pays, les gens vous parlent effectivement du panneau de la ménagère, les gens évoquent également le problème des réformes. Je crois que si aujourd'hui les évêques rencontrent ces hommes politiques, par exemple dans des coulisses, ils peuvent négocier, ils peuvent discuter. Et je crois qu'avec l'esprit qui les habite, les gens pourront s'entendre, pourront comprendre également ce qui se passe. Prenez le cas du Congo. C'est vrai que entre-temps, les évêques ont jeté l'éponge, mais ils ont permis quand même à ce que les responsables de ces partis-là se retrouvent, discutent. Même si entre-temps, on a essayé de pouvoir diaboliser un peu les évêques par rapport à leur prise d'opposition, mais quand même, ça a permis aux Congolais de se retrouver. Donc je crois que également dans notre pays... Ici, Monseigneur Dariga, bénissant, quand même fait aussi un travail dans ce sens. Oui, ça c'est du côté de la CVJR. Vous comprenez? Et entre-temps, avec les négociations politiques. Mais ici, il faut ratisser large. Il ne faut pas seulement se contenter des partis seulement qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des partis également qui ne sont pas à l'Assemblée nationale, mais dont leur voix porte. Il y a également les responsables de la société civile. Moi, je ne dis pas d'organiser, par exemple, un dialogue. Non, mais il y a des passerelles qu'il faut utiliser pour pouvoir faire comprendre aux uns aux autres l'enjeu que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Du moins, une fois encore, je le rappelle, la plupart de ces responsables politiques ne les retrouvent pas au sein des catholiques. Ils sont au niveau des protestants, soit ils sont au niveau des musulmans. Donc, je crois que ce sera vraiment un pari gagné pour ces responsables-là de se retrouver et voir comment faire pour que notre pays avance. Vous prenez par exemple le Ghana. Les gens donnent toujours l'exemple du Ghana aujourd'hui, que bon, le Ghana est en train de faire des bons au niveau de la démocratie, mais il faut reconnaître que... Mais c'est pas faux. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une bonne chose. Mais la réalité là-bas, c'est que rien ne peut se faire au Ghana, au niveau effectivement de la prise de décision, sans la consultation, par exemple, de ces responsables religieux. Ça se fait. Oui, au niveau du palais, on les invite. Quand il y a par exemple un enjeu crucial qui doit engager le pays, on les consulte. On demande leur avis, ils donnent leur avis et le président, ça donne à ça. Quand vous prenez également au niveau de la chefferie traditionnelle au Ghana, c'est la même chose. Nous avons tout ça là au Togo, il y a des atouts qu'on peut explorer, il y a des pistes qu'on peut explorer pour qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de traverser, que cela n'explose pas. Je crois que la responsabilité des évêques, c'est vrai de sortir une lettre, mais il faut aller au-delà. Alors, tout à l'heure, vous parlez de la justice sociale. Les évêques, justement, l'ont évoqué. Il disait, par exemple, je vais citer une séquence, il dit « À la racine du mal togolais, nous avions également identifié les injustices sociales en ces termes. Il est véritablement choquant de constater que dans un État, les biens soient accaparés par quelques riches qui deviennent davantage riches, Michel le disait, au détriment des plus pauvres qui deviennent davantage pauvres. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une inversion de la fonction politique elle-même. Le scandale n'est pas qu'il est des riches et des pauvres, le scandale est dans le fait que les institutions qui doivent instaurer un minimum d'équilibre se murent dans l'indifférence ou choisissent un camp, celui des riches, paradoxalement, ici cantonne. Est-ce que Ildefonse vous parlerez comme Jacques tout à l'heure qui dit il faut maintenant aller au-delà de ces messages qu'on adresse chaque année finalement aux populations et aux politiques? J'ai dit sur un plateau la dernière fois quand le communiqué était sorti qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire ne plus sortir de communiqué ou bien de lettres pastorales et rester là. Je crois que le Togo a un dirigeant. Le père de la famille togolaise est là. Et comme ces évêques-là sont également citoyens, parce qu'ils bénéficient de tous les droits civiques, mais seulement que c'est des autorités morales qui ne nourrissent aucune ambition de conquête ou d'exercice de pouvoir, il leur sera beaucoup plus facile, lorsqu'ils écrivent, qu'ils fassent une délégation, qu'ils aillent voir le chef de l'État pour lui dire in live. Pourquoi est-ce que c'est seulement au niveau du chef de l'État ils doivent aller? Le problème, c'est au niveau du chef de l'État où il va falloir peut-être l'élargir finalement. Non. Lorsqu'ils verront le chef de l'État, puisque c'est lui
qui a juré sur la constitution togolaise de faire tout pour que l'unité nationale soit, le chef de l'État aura une solution. Il peut dire, merci beaucoup, vous avez bien fait, mais est-ce que vous pouvez me proposer encore d'autres choses? Soit réunir la classe politique, soit faire quelque chose qu'il faut. Cette démarche-là, vers le premier Togolais, peut amener quelque chose. Vous savez, lorsque les évêques parlent aujourd'hui de la justice sociale, il y a un mois, j'étais contre la décision de l'Église catholique de décider que le vendredi saint soit décrété d'abord pour la prière, Oui. pour la paix, Par rapport à la purification. ensuite pour la purification et pour la réconciliation des Togolais. J'étais très amer contre l'Église. J'ai dit, je ne peux pas comprendre que ceux-là même qui sont hommes de Dieu, qui sont au service de la justice et de la vérité, qui n'ont pas trouvé les bourreaux des victimes, mais ont trouvé les victimes, demandent qu'on pardonne. Quand vous m'offensez, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui viendra me dire de te pardonner, ou bien c'est toi qui dira, je reconnais que ce que je t'ai fait, c'est pas bien, je demande pardon. Je suis allé au-delà même, puisque je suis chrétien catholique pratiquant. J'ai dit, quand vous voulez communier chez les chrétiens catholiques, on vous dit, quand vous avez le péché, vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous devez aller vous confesser. Et la formule dit, quand vous allez chez le Père, Acte de contrition. bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché. Est-ce que ça a été comme ça? Et j'ai dit, mais là, c'est pas la justice. Quand vous-même vous parlez de justice et que vous prenez fait et cause, et j'ai dit, mais vous connaissez, nous on connaît les victimes. S'il y a une victime, il doit en avoir de présumés bourreaux. Et c'est à eux de dire, nous avons commis des gaffes, nous demandons pardon, même si on ne les voit pas. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la non-répétition, parce qu'il n'y a pas eu de garantie. Puisque en plus, on dit purifier. On purifie, mais le sang continue toujours pas couler. Mais on ne connaît pas ceux-là qui sont victimes et ceux-là qui sont auteurs de ces actes-là. Et donc, finalement, aujourd'hui, le message des évêques doit aller au-delà. Au-delà, je suis parfaitement d'accord parce que ce dernier message-là retrace tout ce que nous vivons dans notre pays. Parce que pour certains, c'est les mêmes choses Vous qui savez, reviennent au niveau des évêques, et puis finalement, oui, derrière, voilà pourquoi, ça passe. voilà pourquoi il faut aller au-delà en demandant une audience au chef de l'État. Donc vous chargez une mission finalement. Voilà, aux évêques. Aux évêques. Parce que c'est comme ça se fait en RDC. À la veille de la présidentielle béninoise, un pays que je maîtrise très bien, mais le clergé catholique a reçu tous les candidats. Et le message, après avoir reçu ces acteurs politiques candidats, était clair. Nous n'allons pas laisser le Bénin dans la main d'un aventurier. J'étais choqué. J'ai dit, mais dans mon pays, les évêques togolais sont juste au beau milieu. On ne veut même pas piétiner. C'est-à-dire, quand je dis piétiner, voilà, personne. Mais au-delà de cela, faisons juste un clin d'œil. Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure aux réformes. Juste une minute. Non, pas une minute. 30 secondes. 30 secondes. Excusez-moi. Lorsque dans un pays, le chef de l'État dit que lorsque surviennent des désaccords, il est nécessaire que toutes les voies de dialogue soient recherchées. Oui. Et que, ce qui est une bonne chose. Très bonne chose. Et quand vous écrit sur les réformes, vous ne répondez pas, vous ne voyez pas que ce que vous dites est en contradiction. D'accord. Michel? Non, moi je trouve que le clergé est dans son rôle. Ils font partie de notre société. Lorsque cette société-là vit un certain nombre de difficultés, il est de leur devoir de sortir de leur gond pour appeler les uns aux autres, en tout cas à la prise de conscience, surtout la classe politique. Ce message, je pense que nous les fidèles, nous avons accueilli ce message sans problème, mais sauf que ceux qui doivent, les décideurs,
ceux qui doivent mettre en œuvre ce souhait des prélats, c'est pas nous. Et ils sont là. Bon, s'ils ont la bonne volonté, parce que ce que le clergé a dit, je n'ai pas trouvé, en tout cas, une phrase qui est inutile. C'est pourquoi j'ai parcouru le message, tous les mots ont été choisis. Et c'est un dessein. C'est que l'heure est grave. Et la solennité avec laquelle Monseigneur Amouzou Diakpa a lu ça, que vous soyez de l'opposition du pouvoir, si vous avez un cœur, ça doit vous toucher. Monsieur, merci beaucoup. Malheureusement, on doit s'arrêter là, il est l'heure. Non, je crois que par rapport à ce que le confrère a dit, de solliciter l'audience, je crois qu'il faut d'abord faire un travail en amont. Ça se fait déjà. Oh non, le travail aujourd'hui, il faut ratisser l'âge. Vous comprenez? Avant d'aller solliciter une audience au chef de l'État, il faut qu'on puisse avoir un fondement. Et quand le fondement sera posé, dès qu'on va remonter vers le haut, on va voir qu'en redescendant vers la fondation, on aura une fondation solide. Parfait. Mais si on ne parcourt pas d'abord une fondation solide avant d'aller en haut, si on redescend, on risque de se briser. Et se casser les côtes forcément. Pour appeler les uns aux autres, en tout cas à la prise de conscience, surtout la classe politique. Ce message, je pense que nous les fidèles, nous avons accueilli ce message sans problème, mais sauf que ceux qui doivent, les décideurs, ceux qui doivent mettre en œuvre ce souhait des prélats, c'est pas nous. Et ils sont là. Bon, s'ils ont la bonne volonté, parce que ce que le clergé a dit, je n'ai pas trouvé, en tout cas, une phrase qui est inutile. C'est pourquoi j'ai parcouru le message, tous les mots ont été choisis. Et c'est un dessein. C'est que l'heure est grave. Et la solennité avec laquelle Monseigneur Amouzou Diakpa a lu ça, que vous soyez de l'opposition du pouvoir, si vous avez un cœur, ça doit vous toucher. Monsieur, merci beaucoup. Malheureusement, on doit s'arrêter là, il est l'heure. Non, je crois que par rapport à ce que le confrère a dit, de solliciter l'audience, je crois qu'il faut d'abord faire un travail en amont. Ça se fait déjà. Oui, non, le travail aujourd'hui, il faut ratisser l'âge. Vous comprenez? Avant d'aller solliciter une audience au chef de l'État, il faut qu'on puisse avoir un fondement. Et quand le fondement sera posé, dès qu'on va remonter vers le haut, on va voir qu'en redescendant vers la fondation, on aura une fondation solide. Parfait. Mais si on ne parcourt pas d'abord une fondation solide avant d'aller en haut, si on redescend, on risque de se briser. Et se casser les côtes forcément. Merci beaucoup Jacques Diakouti, éditorialiste, Ildefonse Akpaki, patron de gazettedutogo.com et Michel Tadia, le patron du journal Ouara le Vainqueur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur les radios Taxi FM. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.